bienvenue dans Fast Cinéphile, le podcast qui parle de cinéma. Moi c'est Morgane. Et moi c'est Johanna. Qu'est-ce qui fait un bon film ? C'est la question qu'on a voulu vous poser aujourd'hui. C'est la fin de l'année, ce qui veut dire qu'on va débuter 2026 avec les Awards Season, avec donc les grandes récompenses pour les meilleurs films de l'année 2025. Et on s'est intéressé à qu'est-ce qu'un bon film selon nos critères. Alors j'ai déjà une première question pour toi, Johanna. Est-ce que tu penses qu'on peut juger objectivement d'un film ? Genre, est-ce qu'il y a des bons films objectivement et des mauvais films ? C'est une super question. Je pense que de manière générale, l'art est toujours subjectif et c'est très dur de juger objectivement. Mais je pense qu'il y a certains films qui peuvent entrer dans la case où tout le monde va avoir du positif de ce film. Alors après, c'est avec une échelle. Par exemple, imaginons si on regarde la note de 1 à 5, je pense qu'il y a beaucoup de films qui peuvent rentrer entre que majoritairement des gens vont noter entre 3 et 5, par exemple. Ou 2,5, on va dire. Mais en tout cas, il n'y aura pas un 0 ou 0,5 ou 1. Je pense qu'il y a des films dans lesquels où tout le monde va voir un certain positif de ce film. Et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Oui, après, j'imagine que même les films les plus... genre, tu sais, le top 50 de IMDb, t'as toujours un mec qui va trouver que Le Parrain, ça vaut 0 étoile ou ce genre de truc, mais... Bon, ouais, là, on est plus dans du troll, mais... moi, je suis plutôt d'accord avec toi sur le fait que l'art est subjectif. Moi, j'ai tendance à me dire qu'il n'y a pas de bons et de mauvais films, même si c'est ultra résumé, et je suis d'accord avec le côté... Il y a des films qui mettent une grande majorité de gens d'accord. Je pense qu'on peut juger de l'aspect technique d'un film de manière plus ou moins objective. Genre, si, je veux dire, un film est mal éclairé, ça se voit, c'est objectivement mal éclairé. Si c'est mal mixé, c'est la même chose. Mais pour moi, c'est pas ça qui fait un bon film. Du coup, oui, moi, j'ai tendance à me dire que un chef-d'œuvre pour quelqu'un peut être un navet pour un autre et que c'est très difficile de juger objectivement de la qualité d'une œuvre d'art de manière générale. C'est clair. Parce qu'après, il y a des choses qui vont nous toucher personnellement, alors que pour certains, pas du tout. Donc après, je pense que c'est pour ça qu'on peut tous voir un certain positif d'un film. Genre, on peut voir ce que la personne a apprécié. Et je pense que c'est ça aussi qu'on va laisser le débat ouvert et je pense qu'il y a peut-être parfois de certains TikTokers que je peux voir ou de certains commentaires sur Twitter... bref, ou de reviews que tu peux lire, je me dis, est-ce que tu as ouvert tes chakras et ouvert ton ouverture d'esprit pour essayer de comprendre qu'est-ce que la personne a aimé en face, même si toi, tu te dis, ah ok, c'est pas forcément une thématique, par exemple, ou c'est pas quelque chose qui va plus que ça me toucher, mais je comprends qu'il y a des gens, ils ont kiffé ça, par exemple. Ça m'arrive souvent en vrai de regarder un film et de pas me sentir personnellement, genre je suis pas dedans, tu vois, genre j'ai pas passé un moment incroyable, j'en sais rien, peut-être que je me suis fait chier, peut-être que ça m'a pas parlé, peu importe, mais de reconnaître que oui, évidemment qu'il y a plein de gens qui peuvent aimer ce film, tu vois, genre factuellement c'est un film qui a plein de qualités, c'est juste que c'est pas mon délire, quoi. Exactement. Et je pense que ça, c'est une vraie ouverture d'esprit qui manque un peu dans la sphère cinéphilie, qui est le plus montré en fait sur les réseaux, etc. Où les gens essayent trop d'être dans un extrême ou un autre. Ouais. C'est soit j'ai adoré et soit j'ai détesté et du coup personne parle de je peux comprendre cette qualité qu'il y a eu. Bon, après moi personnellement ça me touche pas parce que le rythme, parce que voilà, et après on peut tous avoir des choix. Mais par exemple Anora, tu vois, c'était un film soit tout le monde détestait, soit tout le monde adorait. Je pense que c'est un film qu'on peut voir un entre-deux. Je pense que tu peux comprendre pourquoi certaines personnes ont kiffé et d'autres personnes qui ont un petit peu moins apprécié. Moi, genre Anora, pour moi, je suis contente qu'il ait gagné l'Oscar. Est-ce que c'était pour moi le meilleur film de l'année dernière ? Je pense pas. Non. Mais je vois les qualités. Oui, pareil. Je vois les qualités qui ont été récompensées par cet Oscar-là. Et comme je vois aussi les défauts que les gens peuvent ressortir de ce film. Et je vois ça dans plein de films. Et c'est vrai que je trouve qu'il manque un peu cette balance de... Parfois, oui, on a évidemment notre propre avis sur un film,
Mais c'est assez intéressant aussi de laisser cette ouverture d'esprit et de se dire, je comprends totalement ce que les gens adorent de ce film, parce qu'après, encore une fois, ça reste un avis très perso, c'est très subjectif, et du coup, après, nos goûts, pour dire que c'est un chef-d'œuvre ou pour dire que c'est un film qu'on va mettre dans notre top 4 Letterboxd, forcément, c'est... Voilà. Et justement, vu qu'on parle d'avis personnels et de goûts subjectifs, j'en reviens à notre thématique. Si je te pose la question de qu'est-ce qui fait pour toi un bon film, quelle est la première chose qui te vient à l'esprit ? Alors j'y ai réfléchi et je pense que quand je choisis d'aller voir un film au cinéma, ce que je regarde souvent, c'est le synopsis. Okay. J'essaie de ne pas regarder ni le trailer, le poster. Enfin, on en avait déjà parlé, on regardait souvent le poster et on lisait un petit peu vaguement le synopsis. Toi, je crois que tu le lisais plus que moi. Moi, j'essaie de le lire en rapide. Ouais. Et du coup, je me dis, je pense qu'une des premières choses qui va m'attirer voir un film, c'est le scénario. En tout cas, la thématique que le film va aborder. Thématique, ouais. Ok. Je pense que c'est la thématique qui est le plus intéressant que le scénario, en gros, parce que je pense pas qu'un scénario fasse un bon film, forcément. Ouais, je suis d'accord. Ça aide, mais ça fait pas tout le film. Et toi ? Moi, je te rejoins sur la thématique. C'était un des points que j'avais noté aussi. En fait, je me rends compte que... parlons en notes Letterboxd. Genre, je sais qu'il y a des gens qui ont des critères, qui ont des systèmes de notation très précis, en mode 3 étoiles, ça veut dire un truc et tout. Et moi, je me suis rendu compte que des films à 5 étoiles, au-delà d'être des bons films, évidemment, c'était des films qui abordaient des thématiques auxquelles j'étais plus sensible ou dont j'avais l'impression que ça me touchait plus personnellement. Après, c'est des thématiques très universelles, tu vois. Je pense à tout ce qui est de l'ordre de parler des souvenirs, de parler du deuil, de parler de la réalité de ce que c'est d'être une femme ou de la santé mentale, ce genre de trucs, tu vois. C'est des thématiques qui sont assez universelles. Mais je sais que généralement, un bon film qui aborde ces thématiques, il y a de grandes chances qu'il me plaise, quoi. Donc là, pour le coup, c'est des choses qui dépendent pas uniquement de l'intrigue ou de quoi que ce soit d'autre d'un point de vue technique, mais qui ont vraiment partir du synopsis du film, de quoi ça parle et en quoi je me sens personnellement touchée par la thématique qu'il aborde. Je suis totalement d'accord, parce que je pense que ça, c'est un choix très très personnel, les thématiques que les réalisateurs abordent dans leurs films. Pareil, est un choix très personnel aussi. Donc, c'est est-ce que toi, est-ce que tu arrives à t'identifier ? Enfin, je vais utiliser le mot identifier ou connecter. Et moi, en fait, c'est aussi un deuxième critère. Après, du coup, en gros, la thématique, c'est est-ce que j'arrive à m'identifier dans ce film ? Okay. Donc, est-ce que ça peut être par rapport au monde, à l'univers qui est abordé. Okay. Est-ce que ça va être un personnage ? Parce que si c'est de la science-fiction, ça va être difficile de s'identifier à proprement parler sur l'univers. Donc ça peut être genre les épreuves que le personnage va avoir. Est-ce que j'aime l'écriture d'un personnage ? Je pense que je suis très attirée par les films qui sont portés par une belle écriture du personnage principal et de son entourage, de son environnement. Je pense que je suis très très attirée par ce genre de film qui est en fait conduit par une belle écriture. Et tu parles de personnages, ça me fait penser à un autre truc auquel j'avais pas forcément pensé tout de suite, mais moi je sais qu'il y a, vu qu'on parle toujours d'écriture, des dialogues bien écrits. Je trouve que c'est pas si courant que ça. Genre c'est con, mais il y a beaucoup de films qui peuvent être un petit peu... Il y a certains dialogues qui vont sortir, ou c'est pas facile d'écrire des dialogues déjà, je m'en rends compte. Mais il y a des films qui réussissent à avoir une forme de subtilité dans leur dialogue, à dire des choses sans passer forcément par des mots ou en choisissant des phrases bien précises. Et je trouve que ça, c'est un truc qui marque dans un film. En tout cas, moi, je vais le remarquer. Et ça peut m'aider à apprécier un film aussi, une bonne écriture de dialogue. Je pense qu'en fait, c'est... Ce que je veux dire aussi par les personnages, forcément, c'est... En fait, moi, je peux avoir un film que de dialogue, ça me dérange pas. Ouais. Si tout est bien écrit, j'ai pas besoin de 1500 actions. La trilogie des Before, là ? Par exemple, exactement. Matérialiste, il y a énormément... The Materialist, il y a énormément de dialogues. Alors, il y a des défauts dans ce film, mais les dialogues, je les trouve quand même super bien écrits, comme dans Past Lives. Ouais. Céline Song, c'est un de ses... Paraît-il. Oui, faut que tu le vois. Il y a Eric Romer, qui est un de ses points forts aussi, c'est les dialogues. Donc il y a quelques réalisateurs comme ça, ou writers, qui sont aussi screenwriters, comme scénaristes, réalisateurs et scénaristes qui ont vraiment comme point fort l'écriture de dialogue. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans Star Wars, tu vois. Genre, oui, tout le monde c'est va pas dire la force, bien sûr.
Moi, quand j'étais petite, c'est que je regardais, moi j'étais à fond, tu vois, mais c'est pas la force de Star Wars. C'est sûr. Mais ouais, c'est vrai que moi, c'est des choses, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, les dialogues, l'écriture d'un personnage, c'est un des aspects que je vais regarder le plus dans un film, en dehors de juste le scénario. Pour toi, quel est ton deuxième critère qui va te faire le plus pencher pour vers un film qu'un autre? Alors, c'est pas un critère obligatoire pour que j'apprécie un film, mais je me suis rendu compte en regardant un petit peu justement les films que j'avais beaucoup aimés, qui étaient les mieux notés sur mon Letterboxd et tout, que j'aimais bien les films qui me surprenaient. Je reste un petit peu dans le domaine de l'écriture et là je parle essentiellement du scénario, même si la surprise ça peut passer par autre chose, mais là en l'occurrence je parle de l'intrigue. J'aime bien les films qui vont me mener quelque part et d'un coup vont changer totalement de trajectoire, tu vois, genre alors je sais que tu l'as pas autant apprécié que moi, mais là récemment j'ai revu Sirat et voilà, ça c'est un truc que j'ai beaucoup aimé dans Sirat et je pense que la plupart des gens qui ont aimé Sirat c'est ça qu'ils ont aimé honnêtement. Mais j'ai un autre exemple qui pour le coup te parle plus, je sais, c'est Coupé. Ouais. En fait, j'aime bien les films qui te font croire qu'ils vont faire quelque chose et qui font totalement l'inverse. Et quand c'est bien fait, quand c'est bien écrit, en fait, juste, j'aime bien avoir l'impression que ouais, le scénariste m'a bien eu, tu vois. Genre en mode, ah putain, je m'y attendais pas à celle-là. J'aime bien être surprise, j'aime bien, bon, évidemment, tout ce qui est plot twist et tout, mais ça va même au-delà de ça. J'aime bien être surprise et peut-être même être choquée devant un film. Ok. Je vais parler d'un quelque chose aussi qui me plaît le plus dans un film. En fait, j'aime un film qui mélange les genres. Voilà. Oui. Je déteste quand on est cantonné qu'à un seul genre et qu'on veut rester qu'un film d'action est un film d'action. Non, dans un film d'action, on peut avoir des scènes dramatiques qui nous fait chialer. Voilà. Ouais, je suis totalement d'accord. Et juste après, effectivement, on est totalement dans le suspense de qu'est-ce que cette action va aboutir. Par exemple, je sais plus le nom en anglais du film Caught Stealing avec Austin Butler, mais j'ai oublié le nom en français de ce film. Oui, le film de Aronofsky qui est sorti là récemment, Pris au piège, je crois. Ouais, voilà, exactement. Et par exemple, je l'ai trouvé assez bien dans la thématique comédie/action. Pourtant, il y a des scènes qui auraient pu être très très tristes. Et je pense qu'il aurait manqué un peu de drama pour que ça soit un film qui soit vraiment... Tu l'as vu ou pas? Non, je l'ai pas vu. Ok. Donc c'est un film d'action. Je m'y attendais pas en fait. Quand je suis allée voir ce film, je m'attendais pas forcément à voir un film d'action. J'avais pas vu le trailer ni quoi que ce soit, parce que peut-être c'est obvious quand tu regardes le trailer. J'avais pas vu ni le trailer ni quoi que ce soit. Moi, le cast me plaisait bien, Austin Butler et Zoé Kravitz. J'aime beaucoup ces deux acteurs. Et par exemple, voilà, j'ai été un petit peu déçue par le rôle que Zoé Kravitz avait. Je pense qu'il y aurait... Là, c'est peut-être un problème d'écriture, de ne pas vouloir avoir réussi à mélanger autant de genres dans un seul film. Parce que c'est une plus grosse production qui est derrière. Et généralement, les plus grosses prods, elles sont un peu plus peureuses d'essayer de mettre plusieurs genres dans un même film. Ouais. Alors que quand t'es une plus petite prod, bah, de toute manière, tu te dis, qu'est-ce que je te dise, personne ne va connaître, ni connaît Montréal, ni connaît ma boîte de prod, donc je peux me permettre plus facilement de mélanger des genres parce que je veux pas être cantonnée à une certaine image. Et du coup, moi, je pense que ouais, ça aurait mérité, il y a des scènes qui sont frappantes et qui auraient mérité un chouïa un peu plus de drama, donc poussé dans l'écriture ou dans peut-être que ça a été filmé et du coup garder ça au montage. Après, j'en sais rien, je suis pas derrière. Ok, donc toi, t'as pas trop aimé le film? J'ai bien aimé, mais juste, je pense qu'il aurait aimé... Genre, je crois que j'ai peut-être mis 3,5. Ok. Et je pense qu'il aurait pu largement être un 4, tu vois, un 4 ou un 4,5, un film, genre si on était poussé dans le drama un peu plus à certains moments. Bah, en vrai, des critiques que j'ai vues, c'est un film qui a un peu déçu. Ça a pas l'air d'être nul à chier, hein. En tout cas, moi, j'ai pas vu de critiques ultra négatives, mais la plupart des gens avaient l'air de dire que c'était sympa, sans plus, quoi. C'est dommage, quoi. Ben, je pense qu'il y a certaines choses qui manquaient de profondeur à certains moments. Et donc c'est ça que je vais dire, voilà, le mélange des genres permet de créer en fait plus de... Ouais. En fait, il y a une liberté créative dans l'écriture et donc à la fois même pour filmer, parce que quand tu filmes des scènes de comédie, t'as souvent pas la même chose que quand tu vas filmer une scène de drame. Ouais, j'avais noté le mélange des genres également et j'avais noté ce côté, cette subtilité de l'écriture qui souvent va avec
en fait, cette capacité de passer là récemment. Alors, ça reste relativement dramatique, mais t'avais vu Sorry Baby? Ouais. Je trouve que le film, il a une manière de représenter le traumatisme qui est assez intéressante parce que ça va pas dans les clichés en fait. C'est pas dans un truc en mode si t'as vécu tel traumatisme, tu vas réagir de manière ultra dramatique, etc. Et c'est un personnage qui au contraire a une réaction qui est assez réaliste quoi. Mais en fait, je parle de ça parce que je trouve que dans le film, malgré ce qui s'y passe, et il y a des scènes qui sont très dures, il y a aussi des scènes de légèreté et il y a un truc dans l'écriture, notamment on en parlait dans les dialogues, dans la relation qu'elle a avec sa meilleure amie ou même dans des situations qu'elle vit toute seule, où parfois tu as des blagues, en fait, tu as des moments de légèreté, d'humour et tu as un équilibre entre le drame et l'humour que moi j'ai beaucoup apprécié par exemple. Ouais, moi c'est mon genre de film préféré. Je pense que c'est vraiment un mélange de comédie et de drame, dans le sens où on a quand même des vraies thématiques abordées, mais encore une fois, ça peut ne pas être un spectre énorme. Ça peut être une petite... ça peut être quelque chose de très très niche, cette thématique-là. Et c'est abordé de manière, pour moi, c'est réaliste parce que dans la vie, tout n'est ni tout noir ni tout blanc. Et en fait, moi, c'est ça que je vais peut-être rechercher dans un film, c'est même si ça se passe dans un univers de science-fiction, etc., c'est est-ce que, je sais pas, les différentes... donc ça, c'est vraiment de l'écriture pure. Est-ce que dans les différentes épreuves ou les différentes actions qui s'y passent, est-ce qu'il y a un moment où je me dis... Moi, j'aurais pu réagir comme ça. Ouais. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ouais, est-ce que tu es à la recherche d'une forme de réalisme dans l'écriture ? Ouais, je pense que dans certaines étapes, oui. Par exemple, quand je vois quelqu'un qui perd, je sais pas, son copain ou sa copine dans le film et que la scène d'après, il est en train de... Presque tout va bien parce qu'il se reconcentre sur sa première quête qui était, je sais pas, de faire un truc... Tu te dis, ok, je sais pas, moi je perds mon père, ma mère, ou je perds mon mec, ou mon meilleur pote. Il y a une étape entre les deux, quoi. Oui, je vois, ça peut te sortir un petit peu du truc, en mode que ça se résout un peu trop facilement, quoi. Ouais, en fait, c'est pas forcément est-ce que j'arrive à m'identifier, c'est est-ce que ça reste plausible plutôt. C'est pas réaliste, c'est est-ce que ça reste plausible dans la vraie vie, même si évidemment c'est du cinéma et que ça doit avancer. C'est que, voilà, juste quelques étapes, quoi. En fait, encore une fois, l'écriture, parce que nous, on a vraiment beaucoup parlé de l'écriture. Oui. Mais tout ça, effectivement, on parle de plot twist, de machin, c'est de l'écriture, mais ça a amené soit par le montage aussi, soit par, évidemment, la mise en scène. Et donc, je me suis posé tout à l'heure la question, en réfléchissant, qu'est-ce que la mise en scène ? Oh, waouh ! Je sais c'est quoi la mise en scène. Tu vois, je sais c'est quoi la mise en scène, surtout quand quand t'as vu des tournages et tout, tu sais très bien, t'arrives très très bien à discerner c'est quoi les mises en scène. Par contre, quand tu regardes un film en tant que tel, la mise en scène, ça englobe beaucoup de choses. C'est très dur de discerner juste c'est quoi la mise en scène. Oui, moi j'ai l'impression que la mise en scène, ça se mixe dans tous les autres aspects de la réalisation d'un film, c'est normal, c'est de la mise en scène. Mais effectivement, parfois, tu vois, je sais que moi, par exemple, d'ailleurs, c'était un de mes points, je suis très touchée par l'aspect visuel d'un film. Ouais. Parce qu'on aurait tendance à définir comme la photographie, genre la lumière, les couleurs, le cadrage, la composition. Alors. Mais tu vois, déjà, quand je commence à te parler de cadrage et de composition, qu'est-ce qui est de la photo, qu'est-ce qui est de la mise en scène, c'est déjà un petit peu plus subtil, ou en tout cas, ça dépend. Exactement, c'est ce que je me suis posé comme question. Parce qu'en fait, je me suis dit, quand je dis j'aime la photographie de ce film, est-ce que c'est que la photographie ? Généralement, non. C'est j'aime la composition, où les acteurs sont placés. Ouais. Et ça, c'est pas... généralement, c'est pas le directeur photo qui a décidé de genre, je vais placer les acteurs comme ça. Non, c'est le réel. Ou alors, c'est une discussion, c'est un ensemble de trucs, évidemment. C'est un engagement entre les deux. Ouais. C'est pas juste, de toute manière, dans tous les cas, normalement, un réalisateur, surtout en Europe, a une discussion très précise avec son directeur photo de qu'est-ce qu'il veut. C'est pour ça que je disais aussi que ça se mêle dans toute la partie du film. Tu vois, quand tu parles de montage, potentiellement, peut-être que la mise en scène a été pensée pour penser au montage derrière, ou l'inverse. Quand tu parles de musique, est-ce qu'on parle pas un petit peu de mise en scène quand on parle du fait de placer telle musique à tel endroit ? Tout ça, tu vois, c'est de la mise en scène. En tout cas, même par exemple dans les Césars et tout, on va avoir une catégorie mise en scène ou quelque chose qui va vraiment inclure la mise en scène en soi. Et aux États-Unis, c'est mélangé. Les Oscars, par exemple, il n'y a pas un prix de mise en scène.
il y a un prix de best réalisateur, en gros. Mais c'est pas le cas au César ? Je crois qu'il y a un prix mise en scène. En tout cas, à Cannes, par exemple, il y a un prix mise en scène. Ah, à Cannes, oui, c'est possible. Et en fait, il y a un aspect, je me suis dit, attends, parce qu'en me posant la question, et ça paraît peut-être obvious pour les gens qui ont soit étudié le cinéma ou qui ont plus de culture sur le cinéma, mais en fait, le cinéma européen a plus tendance de découper. Ouais. Et donc dire, ça c'est... On va vraiment donner le montage pour juste évaluer le montage. Qu'est-ce que c'est que le montage ? On va juste évaluer la mise en scène, on va juste évaluer la photographie, on va juste... Bref, ils séparent. Alors qu'aux États-Unis, du coup, effectivement, comme tu as dit, la mise en scène, elle est mélangée avec la photographie et tout l'ensemble, en fait, on englobe tout. Genre, qu'est-ce qu'un meilleur film ? C'est juste un meilleur film, c'est tout ça, quoi. Mais alors, j'ai pas étudié l'histoire du cinéma ou quoi, mais il me semble avoir déjà entendu qu'il y avait aussi un truc très européen dans la manière qu'on avait de voir le réalisateur. Ouais. Le fait de considérer le réalisateur comme le créateur du film. Exactement, c'est peut-être moins le cas dans la vision du cinéma américain. En tout cas, on est plus sur un truc où le film va peut-être appartenir plus à l'équipe, au studio, peut-être même plus à la production que vraiment à son réalisateur. Ouais. En tout cas, ça dépend, même si on a évidemment du cinéma indé aussi aux États-Unis. Mais en tout cas, en Europe et notamment en France, il y a vraiment ce truc de la sacralisation du réalisateur. D'où l'intérêt peut-être de mettre la mise en scène dans quelque chose, dans un coin très particulier et de le séparer de tout le reste, quoi. Tout à fait. Je pense qu'il y a vraiment une distinction par rapport à comment est né, entre guillemets, le cinéma en Europe, où c'est plus le réalisateur qui porte le projet et qui, du coup, arrive à avoir une boîte de prod qui va soutenir son projet, etc. Alors qu'à l'inverse, les gros studios, en tout cas, parce qu'évidemment, sinon, c'est pas forcément tout le temps comme ça, mais les gros studios, c'est eux qui vont embaucher un réalisateur, très souvent. C'est plus un film collectif. Ouais, peut-être, ouais, effectivement. Moi, je suis très... En fait, un scénario ne peut pas être porté sans l'aspect visuel, c'est sûr et certain. Parce qu'il y a des très bons scénarios, par exemple, de science-fiction, je vais par exemple dire de science-fiction que Netflix va porter. Si tu lis juste le scénario, tu te dis génial. Mais oui. Après, la manière dont ils l'ont monté, enfin, pas que je parle du montage à proprement parler, je veux dire comment ils ont fabriqué ce film, fait qu'ils ont été un peu flemmards dans le choix du cadrage. L'acting n'est pas tip-top, dans le sens où on voit qu'ils ont donné que peut-être 60% de leur talent. On peut aussi peut-être dire qu'est-ce que c'est qu'une mise en scène. Ok. Qu'est-ce que ça comprend ? Comment tu définirais la mise en scène ? Il y a les acteurs. La performance des acteurs, c'est un des premiers... La direction d'acteurs, totalement. Les costumes, le décor. Mais ça, tu l'inclus dans la mise en scène ? Parce que pour moi, on est déjà... Bah oui, regarde, quand tu réfléchis à toi, ta réalisation de court-métrage. Mais t'as un département qui s'occupe des costumes et des décors. Bien c'est sûr, pas le réel tout mais seul. Ça vient de, mais à ce moment-là, tout. tout est de la mise en scène. Tu vois ce que je veux dire ? Bah en tout cas, si tu regardes sur Internet, les costumes, les décors, ça fait partie de la mise en scène. Ouais, mais comme tout, du coup. Parce que je vois pas pourquoi les décors, par exemple, feraient plus partie de la mise en scène que la photo. Bah, tu vois ? Genre, si tu choisis un château plutôt qu'une rue, je sais pas. Non, imagine un espace fermé. Tu peux avoir un espace fermé, tu peux te dire ça va être un salon lambda, ça peut être un salon qui va avoir le décor des années 60. Bien sûr que tu vas discuter de ça avec ton équipe, mais ça vient quand même de toi de dire je veux un aspect qui fait futuriste. Faire le choix, par exemple, de faire un huis clos, c'est de la mise en scène, mais décider Enfin, évidemment que le réalisateur décide de tout... Mais tu vois, le réalisateur va briefer l'équipe déco en disant « Ok, je veux un décor qui fasse telle ambiance, telle décennie, tel machin ». De la même manière qu'il va briefer son directeur photo pour lui dire « Ok, là, je veux une atmosphère, une lumière de telle ou telle manière ». Et il va aussi... rajouter la mise en scène dans chacun des départements. On parlait du cadrage tout à l'heure, on parle effectivement du fait de, j'en sais rien, enfermer les personnages dans un espace très particulier. Là, on rentre dans la mise en scène. C'est en ça que je trouve que la mise en scène, elle est difficile à définir, parce qu'en soi, elle transpire dans tous les autres départements techniques. Je suis d'accord avec toi, mais il y a quand même un aspect qui est quand même facile à définir, c'est... Pour moi, le décor fait extrêmement partie de la mise en scène parce que l'acteur se déplace dans ce décor.
les déplacements d'un acteur au sein du cadrage, ça c'est vraiment la mise en scène. Le fait d'avoir identifié qu'est-ce que tu veux comme action qui se passe dans ton cadrage, etc. Tout ça, c'est de la mise en scène. Ouais, du coup, c'est pas de la déco. Oui, mais du coup, ton décor... Alors, je parle de décor, pas de déco. Oui, je vois la subtilité. La petite subtilité. Je capte. Oui, bien sûr, mais en fait, t'as raison. Tout ce qui est devant la caméra, c'est de la mise en scène. Ouais, de toute manière, c'est ça qui est le plus... Et c'est pour ça, qu'est-ce qu'un bon film ? Encore une fois, du coup, cette question. Et moi, ça me fait penser à un autre critère. Justement, moi, il y a un truc, j'ai remarqué que j'appréciais de plus en plus dans les films, c'est la cohérence visuelle et le fait d'avoir une identité visuelle très marquée. T'évoquais les films Netflix et tout, mais il y a plein d'autres films qui sont peut-être un peu moins appréciés ou en tout cas moins reconnus, qui, à mon avis, c'est en grande partie parce qu'ils manquent aussi d'une patte. On ressent pas l'identité du réal, ou en tout cas, il n'y a pas... Tu vois, genre un film qui a une colorimétrie qui se ressent à la fois dans ses décors, dans ses costumes, dans sa lumière, des films très colorés, moi j'adore ça. Mais c'est pas forcément toujours le cas, tu vois. Des fois, tu peux avoir une cohérence aussi visuelle dans un film en noir et blanc. Mais en tout cas, moi, je suis très sensible et de plus en plus à l'aspect visuel d'un film. Et j'apprécie les films qui prennent justement le risque d'avoir une identité assumée. Je suis d'accord avec toi que c'est c'est très important aussi. Et c'est d'ailleurs mon choix quand je choisis d'aller voir un film au cinéma. Je regarde surtout en tout premier le poster. Est-ce que du coup il y a quelque chose qui me plaît dans ce poster? La couleur. Et je trouve que les belles affiches de films, c'est un art qui se perd un peu. Genre quand tu regardes des affiches de vieux films, déjà à l'époque c'était fait vraiment par des artistes en mode des peintres, etc. Mais t'as aussi ce truc où... à mon avis, par souci marketing, parce qu'il y a un truc un peu d'uniformisation des affiches qui fait que elles ont moins de personnalité. Mais du coup, ce qui fait que quand tu remarques une belle affiche de film, là, aujourd'hui, vraiment, elle sort du lot, tu vois, et c'est vraiment, vraiment marquant. Moi, j'adore les belles affiches de film, c'est trop bien. Ouais, moi je trouve c'est vraiment un des premiers critères pour aller voir aussi un film. Donc la photographie c'est évidemment hyper important et parfois d'ailleurs le poster te donne plus envie que tu regardes le film. Parfois au final ça a été trompeur, si je peux me permettre. Oui, de fou, ouais. Il y a des affiches qui sont pas forcément très belles alors que le film il est trop beau, tu vois, c'est ça qui est triste aussi. Oui, je trouve que dans ce sens-là, je pense qu'il y a ça. C'est plus le cas que l'inverse. Ça m'est rarement arrivé d'adorer une affiche et qu'au final, je suis sortie en me disant « Ah, ce film, il était pas très beau, en fait. » Mais c'est possible. Mais ouais, l'aspect visuel, effectivement, cinématographique. Moi, je pense que j'aime beaucoup un film qui laisse parler ses acteurs. Donc, c'est de la mise en scène. C'est-à-dire le choix de direction d'acteurs. Même si encore une fois, est-ce que c'est juste l'acteur qui est bon ou c'est le choix du réalisateur, mais il y a une cohérence en fait dans tout le film. Évidemment que les deux se rejoignent, mais on a déjà vu des super acteurs qui n'ont rien à prouver être dans des films et on se dit la prestation est médiocre. Oui, bien sûr. T'as certains duos réal-acteurs qui justement marchent super bien ensemble, tu vois, genre typiquement DiCaprio et Scorsese, c'est genre tu sens qu'il y a une complicité entre l'acteur et le réal qui fait que le réal réussit à faire ressortir le meilleur de l'acteur. Après il est pas bon que dans les films de Scorsese, mais tu vois ce que je veux dire, il y a des duos qui marchent très bien toujours, tu vois. Mais c'est vrai qu'on a pas tout de suite évoquer la performance des acteurs, alors que ça semble assez évident, tu vois, genre... C'est hyper important. Même des gens qui sont un peu moins cinéphiles ou qui vont moins souvent au cinéma ou quoi, tu vois, tu leur demandes qu'est-ce que t'as aimé dans ce film, les acteurs, ils étaient trop bien, enfin, logique, tu vois, c'est un des premiers trucs que tu vois dans un film et c'est une des qualités les plus accessibles d'un film, tu vois. La performance des acteurs, tu vas pas forcément... Il y en a plein qui vont pas... Ils vont peut-être se dire « Ah ouais, ok... c'est pas le premier truc que dans un film j'ai remarqué pourquoi je l'ai kiffé. » Par contre, une mauvaise performance des acteurs, c'est le premier truc que tu vas noter dans un film que t'as pas aimé. Oui, dans le sens où tu vois. Tu penses qu'on remarque plus un mauvais acteur. Tu vois plus en négatif qu'en positif. Peut-être, c'est possible. Et donc c'est pour ça aussi qu'un bon scénario, s'il n'est pas suivi d'ailleurs par une très belle performance des acteurs, par exemple, ça peut être... Tu peux avoir des super dialogues écrits, si tes acteurs sont pas... la performance des acteurs n'est pas suffisante pour porter le dialogue,
Mais en vrai, ça, c'est vrai que c'est très difficile à juger parce que nous, quand on va voir un film, on arrive assez facilement à dire ok, ça j'ai bien aimé, ça j'ai pas bien aimé. Mais moi, des fois, je pars du principe que, j'en sais rien, l'acteur était mauvais ou que mais à partir du moment où t'étais pas avec eux sur le sur le tournage, à quel point tu peux savoir si c'est une question de performance, si c'est une question de direction, si c'est une question de, j'en sais rien, de montage peut-être aussi, tu vois. Enfin, c'est très compliqué à juger et c'est vrai que la seule chose qui nous reste, c'est le résultat final. Donc, c'est un peu notre seule source d'information, mais c'est un peu au pif, quoi. C'est clair, mais c'est vrai que c'est tellement, tout est subjectif dans ce qu'on va évaluer d'un produit final, en fait. Parce qu'il y a eu 150 000 personnes qui ont déjà décidé des choses avant de te le faire ressortir. Ouais. Et après, voilà, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont plus simples que d'autres à juger pour un acteur. C'est, tu sais, si le rôle est plus ou moins dur à interpréter, en tout cas. Donc, c'est par exemple Anora, c'est pour ça que l'actrice, tout de suite, elle a été récompensée, ouais. Elle a eu des choses très positives par rapport à elle, ou même des acclamations avant des récompenses, parce que, en fait, tout simplement, son rôle n'est pas facile à jouer. Complètement, ouais. Enfin, c'est pas un rôle facile à interpréter. C'est sûr. Et donc, il y a plein de films comme ça où tout de suite tu te dis c'est un film à Oscar ou un film parce que, oui, le personnage est écrit d'une certaine manière où tu te dis ça va plaire, quoi. Ouais. Mais souvent, c'est un peu les drames. C'est un peu genre les drames. Après, la comédie, c'est très, très dur à jouer. Je pense que t'es plus facilement bon acteur dans les rôles dramatiques que dans les rôles comiques. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, je pense qu'il y a plus de bons acteurs dramatiques que de bons acteurs comiques, en fait. Ouais, surtout pour faire les deux, en fait. Oui, bien sûr. Mais ça nécessite quand même quelque chose... alors, ça dépend les types de comédie, tu vois, mais quelque chose parfois de plus physique, ou en tout cas quelque chose dans le rythme de... Enfin, je sais pas. Il y a quelque chose qui me semble plus technique dans la comédie, en tout cas. En tout cas, c'est ce qui se dit aussi, que les acteurs, quand ils en parlent, généralement, ils trouvent que c'est plus dur de jouer la comédie que le drame, ou en tout cas, parce qu'il y a des aspects qui sont un peu plus réalistes aussi dans le drame. Oui, bien sûr. Oui, et puis peut-être aussi que tu peux te dire que globalement, une scène triste, elle va être triste pour la plupart des gens, alors que quelque chose de drôle, bah en vrai, tout le monde n'a pas le même humour, tout le monde n'a pas la même réaction à des scènes plus ou moins comiques. Enfin, c'est plus difficile de faire rire beaucoup de gens que de faire pleurer beaucoup de gens. C'est vrai, et le fait que tu dises que par exemple une scène triste, elle va peut-être toucher plus de monde, il y a aussi le contexte. Par exemple, ta mère est morte, même si l'acting est, on va dire, normal. Juste le fait de voir que le personnage que tu t'es identifié pendant 45 minutes perd sa mère, bah oui, bon, bah dans tous les cas, t'as déjà le contexte qui fait que ça c'est quand même triste ce qui arrive. Bien sûr. En gros, pour récapituler, ce qu'on aime bien. Principalement, on aime une belle écriture, avec des thématiques dans lesquelles on peut soit s'y connecter, soit s'identifier. Ouais, c'est le premier truc qui est ressorti pour toutes les deux. Ouais, et ça peut être des thématiques assez niches. C'est-à-dire que même nous, on n'est pas à proprement parler, je me réveille pas en me disant « Oh, j'aimerais qu'un film se passe sur ça ». Oui, bien sûr. Tu peux m'apporter une thématique totalement nouvelle que j'aurais jamais pensé de ma vie. Si la thématique m'intrigue, me surprend. Ouais. Et ça, donc du coup, ça reprend tous les aspects d'écriture. Si la thématique est intéressante, en tout cas à regarder, on fonce. Premier critère, écriture. Voilà, il faut que cette thématique soit évidemment portée par l'aspect photographique. Donc, tout le visuel. Et donc, dans le visuel, il y a aussi forcément la composition du cadrage et donc, du coup, tout l'aspect qui est aussi décor, choisi, donc la mise en scène, en fait. On n'a pas beaucoup parlé des costumes, mais moi, c'est un truc qui peut me faire craquer pour un film aussi. Genre des beaux costumes bien exubérants, bien... Ah ouais, ça vraiment... Moi, déjà, un de mes genres préférés, c'est les périodes drama. Donc, forcément, j'adore les costumes d'époque. Je suis très, très attirée par les costumes d'époque. Mais j'allais dire un autre point qui, moi, peut vraiment me faire passer un film de 3 étoiles à 4 ou 4,5. La musique, c'est tellement important. Je comprends. Et ça, en plus, souvent, c'est soit choisi. Il y a quelques tracks qui peuvent être choisis en amont, mais c'est souvent quelque chose que tu vois à la fin, que tu
composent avec qui prennent le temps de composer avec leur compositeur, etc. Et c'est vraiment, tu vois, la cerise, quoi, sur le gâteau. Ouais, je vois. C'est l'expression. C'est marrant parce que moi, la musique, c'est pas forcément quelque chose que je retiens souvent dans des films, mais il y a certaines musiques. En fait, quand je retiens la musique d'un film, c'est que vraiment la musique était exceptionnelle, tu vois. Et du coup, Voilà, genre, le moi fait aussi. que j'ai remarqué que la musique était bien, c'est vraiment que c'est un niveau. Parce que sinon, genre, il y a plein de films qui ont des très bonnes BO, etc., et que je vais pas forcément retenir plus que ça, mais juste. Ok, la musique est bien gérée, tu vois, mais il y a des films, genre vraiment, tu sors de là et tu dis putain, la musique était incroyable. Pour que moi je me dise ça, alors que c'est pas mon critère principal, c'est vrai que. Ouais, non, les BO de C'est films. ça, en fait, je suis d'accord avec toi, c'est pas mon critère principal. Ouais. Mais je peux le ressentir tout de suite que la musique a amené cette scène, a amené le film dans un niveau qui est au-dessus. J'ai réécouté la BO de Challenger là, il y a 2 jours, je te jure, j'ai jamais oublié. Hein. Ah ouais, mais par exemple, ça, tu enlèves cette BO de Challengers, le C'est film plus le même est film. ridicule. Hein. Mais Guadagnino et la musique, en vrai, il est pas mal. Hein. Mais j'allais dire comme il By Your Name, qui n'a rien à voir avec Challenger en termes de BO. Ah ouais, non, mais tous les étés, ça y passe, hein, vraiment, c'est la BO de mon été. Hein. Et par exemple, Urchin, le film de Harris Dickinson, c'est un film que j'ai hyper apprécié aussi et je me suis dit, le choix des chansons, parce qu'il y a des chansons qui sont un petit peu connues dedans. Ouais, il y a Voyage, Voyage. Donc son film a été sélectionné à Cannes et je me suis dit, non mais MDR, le gars, il voulait vendre... il voulait acheter tous les jurys de Cannes, genre. Il a dit, je veux payer tout pour cette musique. Les royalties. Bref, il n'y a pas que cette musique-là en vrai. Hein. Genre juste même la composition originale du film, moi, m'a beaucoup plu. Il y a un côté un peu électronique, un peu classique. Et j'adore, en fait, moi j'adore la musique électronique. Donc personnellement, quand tu mélanges de la musique électronique avec un film qui n'a rien à voir, il ne parle pas du monde électronique par exemple, moi je suis complètement subjuguée et c'est ce qui a fait Challengers, ouais, bien sûr. par exemple. Et moi ça me fait penser aussi au fait que à un type de film que j'adore qui sont les comédies musicales et pour le coup bien évidemment que 50% du film repose sur le fait que la BO soit exceptionnelle, tu vois, donc là c'est déjà clair. Mais typiquement ce que j'aime dans les comédies musicales, c'est que justement ça reprend pas mal de mes critères préférés au cinéma. C'est-à-dire que souvent, on est dans quelque chose de très exubérant avec une identité visuelle qui est souvent assumée. En tout cas, dans les comédies musicales que moi j'apprécie, c'est souvent le cas, avec quelque chose de très coloré, de parfois très kitsch un peu aussi, mais c'est quelque chose que je peux apprécier, avec des musiques qui sont vraiment marquantes. L'écriture, c'est pas toujours le fort des comédies musicales, mais c'est pas forcément ce qu'on leur demande non plus. Mais en tout cas, dans ce côté, vraiment très, très spectaculaire, moi, c'est quelque chose que je peux rechercher aussi dans pas mal de films au cinéma, ou en tout cas qui peut beaucoup me plaire dans certains films, c'est le côté grand spectacle. Ouais, je comprends. Et est-ce que pour les critères d'un film qu'on trouve que est un chef-d'œuvre, est-ce que le genre est important pour toi ? Franchement, non. Je pense pas. J'ai mes genres préférés et je sais que ça va être peut-être un critère pour choisir quel film je vais aller voir cet après-midi à l'UGC, tu vois. Mais c'est pas parce que je vais voir un film d'horreur que je me dis que ça va me plaire. J'avoue, je suis moins film d'action, donc parfois je pars avec un petit a priori, mais j'ai adoré certains films d'action alors que c'est pas du tout mon genre de prédilection de base, tu vois. Donc je trouve pas que ce soit si important pour mes critères personnels. Et toi ? Je pense que ça va être mes critères pour regarder un film, mais effectivement, je peux rester objectif. Je pense que sur ça, je peux rester assez objectif sur du coup, son genre, c'était ça. Et par rapport à son genre, je trouve que il est original, que il a su ça. Et donc, ça va peut-être pas être moi mon film préféré, mais par contre, pour les cérémonies, je vais totalement comprendre le fait qu'il va être récompensé parce que j'ai compris, j'ai ressenti ça aussi. Même si tu me demanderais par exemple mon film préféré, ça se trouve, ça va être à l'opposé de celui-ci dans l'année. Mais je pense que je peux rester aussi assez objectif sur le genre. Après, c'est pas forcément dit que j'ai vu ce film. Parce que du coup, c'est un genre d'horreur, tu vois, je vais pas avoir été le voir forcément. Ou comme tu as dit, par exemple, le film d'action, après, si j'entends que du bien et tout, je vais sûrement y aller le voir.
Alors du coup, ce que je te propose pour terminer cet épisode, c'est que peut-être on cite des films qui correspondent à tous les critères qu'on s'est partagés. Tous les critères, yes. Est-ce que tu as des idées? Ouais. Bah, sans surprise, Call Me By Your Name. Voilà, sans surprise. Très bonne. Pour Alors, moi, Call Me By Your Name, en termes de musique, déjà, on a dit on est bon. Voilà, la musique, la soundtrack, elle est exceptionnelle. J'ai oublié le nom. Steven. Mais monsieur, je sais pas pourquoi tu as pas fait d'autres BO de films, parce que je vous jure que j'essaye de keep track. Il a fait des sons, lui, mais ce mec, moi je pense, sincèrement, je réalise mon premier film, ou mon deuxième, ou mon troisième film, je fais appel à ce mec. Parce que Direct. La musique qu'il a fait, c'est extraordinaire. Et il y a vraiment pas que ça, parce qu'il y a des gens... Bon, je comprends, peut-être que vous avez eu trop de hype de Call Me By Your Name, et tu regardes Call Me By Your Name, et tu te dis, il n'y a rien de spécial. Mais quand tu regardes le cadrage, la composition... C'est vraiment beau, hein. Genre, il y a des gros plans de Timothée ou du personnage là, américain, j'ai oublié son nom. Comment j'ai pu oublier Qui a été boycott. Le prof, mais c'est pas un fou, lui, un peu. Genre, il est pas condamné pour des trucs. Ouais. Bon, et bref. donc, par exemple, t'as des scènes, genre, t'as Timothée en gros plan, lui derrière, ça switch. Bref, t'as juste des cadrages magnifiques, mais genre magnifiques en termes de composition, de mise en scène. Vraiment, à chaque fois que je regarde ce film, je suis inspirée, mais de manière générale, par les cadrages, enfin la mise en scène. Prenons la globalité de Luca Guadagnino, je la trouve toujours très originale. Et voilà, je suis vraiment très très sensible à ces choix de mise en scène. Et après, il y a la performance des acteurs, mais pas que Timothée, hein, le père, la mère, tout le monde dans ce film est excellent, genre vraiment excellent. Donc pour moi, il réunit vraiment tous les trois critères qu'on a dit, c'est-à-dire beau dialogue et belle écriture de manière générale. Une très belle photographie, une très belle mise en scène, donc un aspect visuel qui est harmonieux tout au long du film et une performance des acteurs qui est pépite. Ouais, ben moi, écoute, je pense à un film, il me semble que j'en ai jamais parlé sur le podcast, mais c'est un de mes films favoris, vraiment all time. Je pense qu'il a toujours été dans mon top 4 de Letterboxd. C'est The Rocky Horror Picture Show, qui coche pas mal de cases dans tout ce qu'on s'est dit. Pour ceux qui savent pas, c'est une comédie musicale qui date des années 70 où en gros c'est un mélange des genres entre du coup comédie musicale, c'est très drôle. Il y a un petit peu de science-fiction, un petit peu d'horreur, c'est aussi assez dramatique. C'est vraiment genre, tu vois tous les genres de films, tu les mets dedans et ça fait The Rocky Horror Picture Show. C'est en termes d'identité visuelle, c'est très très marqué. On est on est dans un manoir, ça se passe dans un manoir vraiment genre un petit peu flippant, mais en même temps il y a une créature à la Frankenstein, donc un petit peu de SF, et l'hôte du manoir qui va donc recueillir les personnages principaux, c'est une espèce de drag queen avec des talons hauts en slip, en mode c'est vraiment genre ultra exubérant, très très particulier, mais genre c'est juste un film extraordinaire en termes d'écriture de scénario. Les musiques sont incroyables, vraiment. Je m'écoute régulièrement l'album, la BO de ce film est magnifique aussi. Donc en termes de photos, ça coche les cases. Le mélange des genres, il est là. C'est assez surprenant, je dois dire. Je pense que j'ai jamais vu un film qui ressemble à ça. Et la musique, bien sûr. Donc pour moi, je dirais qu'on n'est pas loin de la perfection. Il y a les trois. Mm-hmm. Je vais en citer un deuxième, ça va être Toy Story 1. Oh, ok. Parce que la musique, elle est toujours hyper connue. Elle est en repeat même, en fait. J'adore la thématique de ce dessin animé. Genre vraiment, je suis fan de cette thématique d'enfance perdue, de jouets, de l'enfance en fait de manière générale. Je trouve que c'est une thématique qui est peu abordée ou qui est abordée mais
pas forcément de manière très originale quand elle est faite. Et je trouve qu'avec Toy Story, on a à la fois ces côtés un peu dramatiques où ça t'arrache le cœur et juste après, t'as une certaine légèreté et c'est touchant, c'est très bien écrit. Et en fait, j'ai envie de dire même là, il y a peut-être le dernier, le 4, qui est un petit peu plus... Et encore, en vrai, il était trop bien aussi. Mais je trouve que même cette série de dessins animés de Toy Story, je trouve que c'est vraiment un des points forts de cette série, c'est l'écriture. Je trouve que le scénario a toujours été plutôt très bien amené et très profond tout le temps. Et ils ont annoncé le prochain, là. Ouais, mais par contre, j'avoue, un 5, je sais pas qu'est-ce que... Alors, de ce que j'ai compris, là, le bail, c'est que les jouets, ils sont menacés par les jouets électroniques. Tu sais, genre les tablettes et tout. Je crois que c'est ça, le synopsis. Ce qui est pas con en soi. Il y a peut-être moyen de dire des trucs intéressants. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, en vrai, ouais, bien vu. Je trouve ça... Je suis assez curieuse, ouais. Parce que je me demandais qu'est-ce qu'ils allaient parler, en fait. Mais oui, une fois que t'as tout dit, là. Mais ouais, je crois... Alors, j'ai lu ça sur Twitter, donc source à peu près fiable. Grave. Mais ouais, je trouve que Toy Story, c'est... et visuellement aussi, pareil, t'as... une harmonie de couleurs, une harmonie de cadrage, il y a des choses qui sont très 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 bien faites en termes de mise en scène. Après, ça reste un dessin animé, donc évidemment, ce n'est pas une même mise en scène qu'un film filmé à la caméra. Mais ouais, voilà, pour sortir un peu des sentiers battus, je trouve que c'est vraiment un film qui a tout pour lui aussi. Je suis d'accord. Surtout le premier. Moi, j'aimerais bien aussi parler d'un film que j'ai découvert littéralement cette semaine, mais que j'ai beaucoup apprécié. C'est Vertigo, en français c'est Sueur froide, il me semble, de Hitchcock. C'est Sueur froide, en gros ça parle d'un gars qui a le vertige et qui va enquêter sur une femme parce qu'il est payé par le mari de la femme parce que la femme elle a des problèmes de santé mentale et elle fugue et tout, donc en gros il demande à son pote de la surveiller et il va tomber amoureux de cette femme et je vais pas trop en dire pour pas spoiler et tout, mais ça parle pas mal de santé mentale et ça parle d'obsession, ça parle de plein de choses. C'est Hitchcock, donc c'est très c'est plein de tension, de suspense, tout ça. Et visuellement, j'étais assez impressionnée. En même temps, je n'étais pas surprise parce que le film, il est cité dans tous les tops des meilleurs films de tous les temps. Donc, je comprends pourquoi, maintenant que je l'ai vu. Mais les couleurs de ce film sont juste incroyables. Genre, il y a une utilisation, c'est en Technicolor. Donc, tu sais, on en avait parlé quand j'avais parlé du Magicien d'Oz. C'est ce type de colorimétrie très, très saturée, en fait. Donc, il y a une utilisation du rouge, du vert. Enfin, tu vois, il y a quelque chose où, en fait, la couleur prend un peu toute la place dans certaines scènes. La composition aussi du film est assez incroyable. En termes de mise en scène, c'est super intéressant. Alors, déjà, évidemment, pour le cadrage, mais aussi il y a des mouvements de caméra, il y a certains très longs plans en gros les mouvements de caméra servent le propos et je trouve que c'est juste ultra bien mis en scène. En même temps c'est Hitchcock, donc voilà. Et en termes de musique aussi, alors je parlerai même plus de son que de musique parce que la musique du film est assez connue, mais il y a un thème en fait récurrent qui vient marquer des scènes de tension et de suspense et de danger, et l'utilisation de la musique, j'ai l'impression, est assez importante dans les films de Hitchcock. Donc Vertigo, je trouve que ça coche aussi pas mal de cases. Et en termes d'écriture, évidemment, c'est super bien écrit, il y a des twists. Super. Ouais. Voilà, cette discussion s'arrête ici, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Mais est-ce que c'est nécessaire ? Je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à nous dire en commentaire pour vous, quels sont vos critères qui permettent de classer un film dans la case de chef-d'œuvre, si vous avez des affinités plus que d'autres. Et nous allons donc commenter ensemble cette prochaine saison des Awards qui arrive. Donc on va essayer le plus possible de rattraper tous les films que nous pensons s'y retrouveront. Trop bien. Et voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, et surtout commentez, donnez-nous vos avis. C'est important d'avoir des échanges. La communication est importante à la fois dans un couple, dans une amitié et dans des podcasts. Sur les réseaux, et dans les podcasts. Voilà. Et n'oubliez pas aussi qu'on est présent sur YouTube, mais également sur les plateformes comme Spotify, Deezer, Apple Podcast, et je ne sais pas s'il y a d'autres plateformes. C'est vrai. Mais, voilà.
Donc abonnez-vous et merci de votre écoute et on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Bisous.